Diarra. Bonjour Romain Boulmé. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette prestigieuse salle de la maison de l'association, des associations, et où j'anime cette émission une fois par trimestre. Vous êtes nombreux à nous suivre sur la toile et merci beaucoup, c'est un grand plaisir. Bien. Connaissez-vous mes invités? Je crois non. Et c'est l'occasion maintenant de présenter mes invités dans la première rubrique, les invités du jour. Bien, je suis très ravi de vous recevoir tous les trois sur ce plateau de l'heure de la lecture. Cette émission que j'anime une fois par trimestre. Et nous allons commencer par Romain Boulmé. Vous êtes passionné par l'écriture et l'histoire depuis votre enfance. Vous avez découvert le slam en 2007 sur la scène de l'Astro Café de Melun. Vous avez ensuite rejoint les poètes de l'association phonétique Slam pour animer des scènes et des ateliers d'écriture. Bien, maintenant nous allons parler de votre bibliographie. En 2010, vous avez publié un recueil de nouvelles intitulé Rencontre universelle aux éditions La Cour Olé. Et en 2017, Volatile, un recueil de poèmes aussi aux éditions du Net. Et ensuite, en 2018, L'obscure clarité d'un écorché vif. C'est une autobiographie, édition du Net. Et il y a eu aussi des ouvrages collectifs. En 2018, Les poètes de l'Astro Café, aux éditions du Net. Et en 2019, Handicap, toujours aux éditions du Net. Vous avez publié des poèmes et dans une vingtaine d'anthologies collectives. Bien, donc vous êtes à la fois slameur et poète. La première question que je vais vous poser, Romain Boulmé, qu'est-ce que le slam apporte à la poésie? Déjà, bonjour Denis. Bonjour, merci de me recevoir. Oui. Alors le slam, pour moi, il a dépoussiéré le genre. En fait, je m'explique, on a tous le souvenir, moi en tout cas, à l'école, on nous apprenait de la poésie par cœur. On ne nous donnait pas les outils pour écrire nos propres textes. Et en fait, dans le slam, on fait des ateliers d'écriture dans les écoles, les centres sociaux, les prisons, et on apporte les outils aux personnes pour pouvoir s'exprimer et dire ce qu'ils ont à dire par des exercices d'écriture, mais aussi des exercices à l'oral, parce que le slam est avant tout un art oratoire. Et donc, on leur donne les outils nécessaires pour ensuite exprimer ce qu'ils ont mis sur papier devant un auditoire. Et c'est ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais enfant, qu'on me donne ces outils pour pouvoir être moi mon propre créateur des poèmes. Alors c'est bien de connaître les classiques et les grands qui les ont précédés, parce que c'était des illustres poètes, et ça nous apprend aussi à l'exercice, mais moi ce que je trouve qui est important, c'est d'apprendre à écrire soi-même. Est-ce que c'est vrai que le slam a été inventé par un ouvrier de bâtiment dans les années 80, c'est vrai? C'est ça exactement. En fait, Mark Smith, un ouvrier du bâtiment qui venait de Chicago, allait souvent dans des soirées poétiques. En fait, il y avait des scènes ouvertes de poésie, mais il trouvait que c'était très élitiste. Et il s'est posé la question comment je pourrais ramener les classes populaires. Et il a eu l'idée de créer des soirées sous forme de spectacles poétiques. Et à la fin de ces soirées, il a créé des tournois et il a instauré des règles. Donc les règles étaient de venir sur scène sans costume, sans accessoires et sans musique. Comme ça, tout le monde est sur un même pied d'égalité. Et il s'est dit, on va choisir 5 personnes au hasard dans le public qui va noter ces poètes. En fait, c'est sous forme de tournoi. Comme ça, le public participe aussi. Et c'est collectif, en fait. Et à la fin et chaque poète a le droit à 3 minutes. Comme ça, tout le monde a le même temps de parole. Et à la fin, il y a un poète qui était décerné vainqueur, et à l'époque, je crois qu'il gagnait $100 à la fin, ou quelque chose comme ça. Mais voilà, il a eu cette idée de créer ce genre de jeu pour amener les classes populaires, et ça a fonctionné. Parce qu'après, dans toute l'Amérique, il y a des championnats qui se sont créés,
Ça arrivait en France à la fin des années 90. Et depuis, on a les championnats de France, la Coupe du Monde qui se passe en France. Et ça s'est propagé en fait dans le monde entier. Donc le slam, voilà, quand je disais il a dépoussiéré, c'est qu'il a ramené un peu de vigueur à une poésie qui était s'était peut-être endormie à un moment donné. Mais ce que je voulais savoir, est-ce que le slam, c'est juste rassembler les mots pour la rime, ou bien le slam, c'est aussi un moyen de véhiculer un message? En fait, c'est un peu tout cela à la fois. Il n'y a pas vraiment de règles, comme je le disais. Les personnes écrivent comme ils le souhaitent, en forme libre, ou ils peuvent faire des rimes. Je sais que Grand Corps Malade, pour citer le plus connu des slameurs, je sais que lui, il écrit souvent en alexandrin. Donc en fait, chacun écrit comme il a envie. Et le thème, après, il y a des gens qui vont faire des poèmes engagés, d'autres des poèmes plutôt sentimentaux, d'autres des poèmes drôles. Le but, en fait, c'est de venir comme on est, de dire ce qu'on a à dire, et chacun véhicule le message qu'il a envie de passer. Et après, voilà, il y a une performance scénique. Alors, il y en a qui sont plus habitués à cet exercice, parce qu'ils font les championnats de France, parce que ça fait des années qu'ils sont habitués. D'autres qui ont moins l'habitude, mais sur les scènes slam, on a le droit à la feuille. Donc, ça permet aux personnes de ne pas forcément avoir peur d'oublier ses textes, et de se rassurer avec la feuille. Donc c'est ouvert à tout le monde, c'est libre. Et c'est pas vraiment un genre poétique comme il y a eu par le passé, le romantisme, le surréalisme. C'est plutôt un mouvement poétique. Et les personnes, du coup, ils viennent comme ils sont, comme je vous disais, il y en a, ils vont plutôt compter leurs textes, il y en a qui vont les faire en chantant, il y en a d'autres qui vont les déclamer. Voilà, c'est pas un genre, c'est un mouvement. Et chacun vient comme il est. Elle a un sourire permanent. Elle s'appelle Véronique Diarra. Bien, vous êtes professeur de lettres dans un collège, vous êtes citoyenne du monde, vous avez vécu un peu partout parce que votre père était un haut fonctionnaire international. Oui. Vous me permettez que je fasse un clin d'œil à votre père? Oui, bien sûr. Pour les Congolais qui sont dans la salle, Véronique Diarra est la fille de Paul Kaya. Paul Kaya, le politicien, le haut fonctionnaire. Et Véronique Diarra est à la fois congolaise, ivoirienne et burkinabé. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, c'était une parenthèse, on va continuer. Bien. Vous avez sorti en 2017 Chouka la danseuse sacrée. C'est un roman édité chez l'Harmattan en 2017. Et non, je ne me tairai plus. En 2018, un roman aussi édité cette fois-ci chez Wawa. Et en 2019, maintenant, à l'été, Une vie d'Amazon, roman édité chez Wawa. J'ai lu votre livre. Je ne l'ai pas lâché, je l'ai lu jusqu'à la fin. Bien, magnifique titre. Non, je ne me tairai plus. Est-ce que ce titre a une signification? Oh oui, ce titre-là signifie la détermination de mon personnage à sortir de son mutisme pour être enfin entendu et pour que le problème qu'elle vit, ce problème-là soit réglé, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui en souffrent. Ah, d'accord. Est-ce que ces personnages, vous les avez inventés ou bien c'est une histoire à la base, c'est une histoire vraie? Eh bien, c'est un personnage inventé, mais fabriqué à partir de personnages réels. Ah, d'accord. Je me suis inspirée de ce que j'ai vécu, de ce que mes sœurs ont vécu, de ce que mes nièces et mes filles ont vécu, de ce que certains élèves sont venus me confier et de ce que j'ai pu voir moi-même. Donc j'ai rassemblé tout cela et j'ai créé le personnage d'Audrey. Il vient de loin, il vient de loin. Il s'appelle Jean-Alexis Foutou. Vous êtes linguiste, sociolinguiste et lexicographe, spécialiste de morphologie, de néologie lexicale et syntaxique, membre du laboratoire dynamique du langage in situ, d'IRIS EA 74 de l'Université de Rouen, où vous enseignez la sociolinguistique. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Là, on ne peut pas tout citer.
il y en a trop. Donc j'ai choisi quelques-uns. Nous allons parler du dictionnaire des signes et acronymes en usage au Congo-Brazzaville, que vous avez publié en 2013, sorti aux éditions L'Harmattan, et en 2014, Tendance moderne et contemporaine du vocabulaire du français, le français au Congo-Brazzaville, aux éditions Publibourg Université. En 2015, Écologie sociale et langue française en Afrique noire, publié aux éditions L'Harmattan. Et il y a eu un essai sur le langage humain en 2016, publié toujours aux éditions L'Harmattan, et en 2017, les mots de l'amour et de la sexualité en Afrique francophone et subsaharienne, publié aux éditions L'Harmattan. Et enfin, en 2018, J'étais celle qui dérangeait aux éditions L'Harmattan. Est-ce que le livre que vous avez publié, ce nouveau roman, c'est une fiction? Oui, c'est en effet une fiction. C'est une fiction. Est-ce que écrire une fiction, c'est façonner quelque chose pour lui donner, disons, une existence que cette chose n'avait pas avant? Je n'ai pas tout à fait cette conception de la fiction. Je sais que de façon classique, la fiction est définie comme quelque chose d'imaginaire, quelque chose qui n'existe pas. Oui. Mais en fait, il est difficile d'imaginer quelque chose qui n'existe pas. Donc, d'après vous, disons que la fiction n'est pas dépourvue de toute réalité. La fiction dit la réalité. Oui. Même dans l'imaginaire, il y a toujours une part de responsabilité. C'est comme dans la vie de tous les jours. Les actes que nous faisons relèvent quelquefois de l'irréel. Oui. Donc, dans la fiction, il y a bien sûr de la réalité, et dans la réalité, il y a de l'irréel. C'est un mélange de deux éléments. C'est le français de la Sorbonne. Hein? Oui, d'accord. Maintenant, dans ce roman, parce que je l'ai bien lu, pourquoi n'avez-vous pas donné des noms africains à vos personnages? Mais parce que je pense que ceux qui l'ont lu et ceux qui le liront comprendront que je ne parle pas des Africains, je parle de l'humanité. De l'humanité. Je parle de l'homme dans sa globalité. Voici Edwige Ivy. Vous êtes passionné de lecture, vous avez fait des études d'art et vous avez exercé le métier de sculpteur. Bien. En 2015, vous avez écrit Amer, mais qui n'est pas encore publié. Et en 2016, Tom et Tim, c'était un concours. Vous avez reçu un prix Lausanne. Et en 2016, lui, concours nomination AHPHC. Et toujours en 2016, Démolition, concours nomination 71e dimension. Et 2017, à livre ouvert. 2018, L'étincelle du silence, édition Pémédite, et le cercle Is édition en 2019. Et vous avez en cours d'écriture, c'est-à-dire en ce moment, Son de sulfure, ça sera un recueil de nouvelles. Bien. C'est exact. Il y a une chose qui vous taraudait dans votre vie, c'est l'écriture. Oui. Bien. Et j'ai dit tout à l'heure que vous avez exercé le métier de sculpteur. Mais pourquoi vous n'avez pas concilié les deux, c'est-à-dire la sculpture et l'écriture? Parce que j'ai l'impression que l'écriture est venue bien après. L'écriture était présente depuis très longtemps. Très longtemps? Oui, car je suis passionnée par la lecture. Et quand on voit la puissance du mot, du verbe, pour transmettre ses expériences, pour transmettre ses sentiments, je crois que dès toute petite, j'ai commencé à faire des textes, à écrire, à raconter un petit peu ce que je vivais au jour le jour. Et il est vrai que j'ai d'abord été très prise par la sculpture. Et je trouve que je dois être entière, car je n'ai pas réussi à mener de front l'écriture et la sculpture. La sculpture m'a complètement prise, que ce soit intellectuellement, sur tous les plans. Donc, j'ai un peu laissé dormir ma passion de l'écriture, mais pas complètement.
Pas complètement. Non, mes proches pouvaient profiter de petites comptines, de poèmes, de textes courts, car on ne peut pas comme ça se débarrasser de ce virus quand on l'a. Oui, c'est vrai. Est-ce que la littérature, parce que vous vous intéressez à la littérature, est-ce que la littérature pour vous, c'est un besoin ou bien un accessoire? C'est un besoin. C'est un besoin, bien sûr. Nous avons toujours... C'est vital pour vous? Oui, oui, tout à fait. Nous avons besoin toujours de communiquer. Je trouve que c'est un moyen absolument merveilleux. Et c'est ça qui nous unit, disons, au-delà de nos frontières. Ah, mais complètement. Les humains peuvent être unis par leur expérience, par leur pensée, par leur sensibilité, quelle que soit la culture, quelle que soit la terre où l'on vit. Je suis tout à fait d'accord. C'est merveilleux, l'écriture. Bien. Chers téléspectateurs, nous allons passer à la deuxième rubrique, l'auteur et son œuvre. Comme je viens de le dire, l'auteur et son œuvre, voici l'œuvre d'Edwige Ivy, L'étincelle du silex. Bien, vous avez publié un livre remarquable. L'écriture est fine et juste, franchement. Mais combien de temps avez-vous mis pour écrire ce recueil de nouvelles? Parce que quand même, il y en a 15. Ma réponse est un peu faussée, car on n'écrit pas d'affilée un livre. Oui. C'est-à-dire que ça s'est étendu, on va dire, sur une bonne année. Ah, d'accord. Mais avec quelques pauses, puisque j'ai toujours beaucoup d'idées en tête, et j'ai d'autres bébés, d'autres ouvrages qui sont en train de venir. Mais on va dire, cela s'étend à peu près, oui, sur une année. Sur une année. Edwige Ivy, je vais vous faire une confidence. Je vous écoute. Vous m'avez mis en difficulté. Parce que toutes les 15 nouvelles sont belles. J'ai eu l'embarras du choix. Je me suis dit, quelle nouvelle que je veux présenter à l'émission? Parce que le choix est tellement large, j'ai eu des difficultés. Parce qu'à chaque fois que je lisais une nouvelle, je découvrais des choses cachées, des choses qu'on ignorait. Mais finalement, j'ai fait le choix. Vous savez, j'ai choisi la tour. Avec ce mot que j'ai découvert, la corbotière, qui m'a beaucoup plu. Donc, je vous demande de nous parler de la tour pour nos téléspectateurs qui nous suivent et pour ceux qui sont dans la salle. Mais de façon tirée. C'est-à-dire qu'il faut laisser un petit mystère encore. Oui, allez-y. Alors, la tour, c'est la tour qui est à Londres. Et j'en rêvais depuis que j'étais très jeune. Et avec mes enfants et mon mari, nous sommes allés à Londres. Et oui, je désirais visiter ce monument. Et quand on découvre la tour de Londres, on ne peut pas rester indifférent. Vous l'avez touché aussi? Oui, oui. Bien sûr. Bien sûr. Oui, je l'ai touché, je l'ai visité. Il y a des choses qui sont à la fois terrifiantes, car on voit tout de même le bio, on voit Perry Anne Boleyn, et on voit également, on peut lire les ultimes confidences de ceux qui vont mourir, qui sont gravés dans la pierre de la tour, dans les cachets. Oui, mais vous parlez de... Il y a un chef parmi les corbeaux, parmi les oiseaux. Vous parlez de la corbotière. Moi, je veux que vous expliquiez cette expression. La corbotière, c'est quoi? Ah. Alors, il y a un personnage central dans la tour, c'est donc l'ancêtre. L'ancêtre, c'est lui le chef. Oh, il est sage, voilà. Il a une dimension telle qu'on voit bien que c'est lui qui mène la corbotière, c'est-à-dire l'ensemble des corbeaux, qui d'ailleurs respectent tous les mêmes règles de communauté. On voit que les bébés, les corbillots, sont couvés, sont protégés par l'ensemble des adultes. Et on découvre également la façon de vivre des corbeaux. À l'extérieur, ils peuvent sembler un peu revêches et rudes, oui, mais ils ont des nids extrêmement douillets pour eux et pour leurs bébés. Donc mais il y a aussi une hiérarchie à respecter. Oui, tout à fait. Il y a des règles, ils ont des règles aussi. Ah oui, 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 des règles de vie qui fait que la corbotière se porte bien et peut survivre. Et puis comme on le sait, tant qu'il y aura des corbeaux à la tour de Londres, la royauté ne s'éteindra pas, dit-on. Ah, d'accord. Merci, on peut applaudir.
j'étais celle qui dérangeait de Jean-Alexis Foutou. Bien. Dans ce roman, il nous raconte, c'est l'histoire d'une fille qui se nomme Pensée. Pensée qui est la nièce de Tonton quelqu'un, qu'on appelle aussi Tonton Saucier. Mais Pensée est en contradiction permanente avec son oncle. Son oncle qui avoue de guérir de pouvoirs surnaturels. Pensée, elle rêve de parler le français comme le président de la France, qui est son idole. Mais en Afrique, Pensée a fait de belles études, elle a eu son baccalauréat, elle obtient sa bourse d'études pour la France, elle fait ses études de droit, elle devient avocate et elle milite dans le parti politique de son idole. Elle est élue députée, mais surprise. Elle reçoit une lettre incendiaire qui la décourage. Elle est perturbée. Et on se pose la question, pourquoi est-elle rejetée? Parce qu'elle vient d'ailleurs, parce que c'est une, disons, c'est une femme de couleur. Et maintenant, je vais me tourner vers l'auteur qui nous dise d'abord pourquoi Pensée est en contradiction permanente avec son oncle. Qu'est-ce qui a déclenché cette contradiction? Pensée est en contradiction avec son oncle parce que, en fait, Pensée, pendant longtemps, a vécu dans le rêve. Elle est née en Afrique, elle a fait ses études en Afrique, et elle rêve de la France, de l'Europe. Son oncle, lui, qui n'a pas fait beaucoup d'études, a été en Europe. Il a fait la Seconde Guerre mondiale, et il ne comprend pas qu'on puisse présenter l'Europe comme un paradis. La langue française comme une langue parfaite. Et donc lui se dit, écoutez, une langue, vous la parlez comme vous la voulez, de toute façon, notre langue nous dit notre personnalité, notre langue dit les réalités de chez nous. On ne peut pas parler le français de France en Afrique. Et toute la contradiction vient de là, puisque lorsque Pensée à l'école parle le français tel qu'il est parlé en Afrique, son professeur de français passe son temps à la corriger. Et donc du coup, elle veut parler comme son idole. C'est une première contradiction, et puis de cela découle le fait que Pensée, à travers tout ce qu'elle dit, et puis ils ont voulu recouper la parole. L'homme est enraciné aussi dans sa culture. L'oncle, évidemment, donc Pensée pense que les réalités de chez elle ne sont pas bonnes du tout, les meilleures se trouvent en Europe, l'Europe lui étant toujours présentée comme le centre du monde. Et elle est en contradiction permanente avec son oncle sur toutes ces questions. Bien. Ce que je voulais savoir encore, dans ce livre, vous parlez des mots, de la langue, disons des paroles. Mais vous, en tant que linguiste, quelle importance attachez-vous à la parole, aux mots et à la langue? En fait, il n'y a pas de monde sans parole. Oui. Donc la parole, la parole, c'est notre existence même. On est nous-mêmes que parce qu'on peut parler. Et dans ce livre, j'essaie de montrer que malgré le fait que la parole nous dit le monde qui nous environne, la parole ne dit pas tout. Et ce qui manque justement à la parole se trouve quelquefois dans les silences qu'on retrouve dans le roman, dans les réserves, et d'ailleurs Pensée elle-même, lorsqu'elle est confrontée à des choses tout à fait incompréhensibles qu'elle rencontre ici, elle se mure dans un silence, comme pour dire que le silence la parole ne dit pas tout. Bien. Qu'est-ce que j'ai encore remarqué? Parce qu'il y a un passage qui m'a beaucoup plu, disons qui m'a marqué. Vous dites peu de chercheurs étudient disons, les réalités, les caractères sociaux
les caractères culturels des communautés africaines. Bien. Mais selon vous, quelle est cette dimension qui manque à ces chercheurs pour creuser un peu plus? Est-ce que c'est la matière? Parce que c'est la matière, moi je dis la matière liée, parce que je fais allusion à la culture, à la tradition, à la coutume, à l'histoire et à la religion même. Alors, évidemment, vous ne me croirez pas si je vous disais c'est la matière qui manque. Qu'on le veuille ou non, qu'on la voit ou non, la matière est là. Oui. La matière est là. Alors, qu'est-ce qui manque à ces chercheurs? Je dirais, il ne leur manque rien. Le problème est qu'on ne peut pas tout faire. Vous comprenez? On ne peut pas s'intéresser à tout. Ce qui se passe, c'est que notre objet étant posé là, cet objet, on va le voir en fonction de notre emplacement. Et il suffit que je change de position pour que je ne vois pas tout à fait la même chose. Nous avons l'exemple de la caméra qui est là. Selon que son objectif est tourné, ou enfin, disons que si notre caméraman se met à ma droite, il verra ce qui sera à ma droite. Et moi non plus, je ne vois pas ce qui est derrière. Et donc, ces chercheurs qui ne s'intéressent pas à nos cultures, aux cultures africaines, ne commettent aucune faute. Ils sont simplement intéressés par autre chose qui peut-être nous ne nous intéresse pas a priori. Donc, nous sommes là pour nous compléter. Mais je relève quand même le fait que, effectivement, très peu, vraiment très peu de chercheurs s'intéressent aux cultures africaines. Voici l'œuvre de Véronique Diarra, Non, je ne me tairai plus. Que feriez-vous si votre enfant est maltraité au collège? C'est l'histoire d'Audrey, une jeune collégienne très cultivée, bien éduquée, qui a des bonnes notes à l'école, et sa maman, Madame Siloué, décide de la mettre dans un autre collège. Parce qu'elle est dans un collège en ZEP. ZEP, c'est zone d'éducation prioritaire. Moi qui vous parle, j'ai été assistant d'éducation dans un collège, je sais comment ça se passe. Donc, Madame Siloué prend la décision de mettre sa fille dans un autre collège qui s'appelle Jean Moulin, de façon qu'elle fasse des bonnes études. Malheureusement, je dis bien malheureusement, dans le nouveau collège, elle subit des brimades, disons, l'harcèlement moral, des agressions, disons même, il y a même des actes, je voulais dire, des actes racistes. Un jour, Audrey, pendant la récréation, elle veut lire, mais là non plus, elle n'est pas épargnée. Les élèves l'agacent en défroisant sa coiffure, on lui verse de l'eau au visage, on tripote ses fesses à plusieurs reprises, et qui manipule ça, c'est Zoé, qui est sa collègue de classe. Zoé, c'est une Française. Audrey, c'est une Africaine. Zoé a créé une petite bande. Dans cette bande, il y a aussi des garçons. Bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Zoé fait peur. Il faut la voir. Elle est robuste. C'est une grande blonde robuste, aux allures d'un garçon manqué, elle est gaillarde. Et Audrey, trop c'est trop, assez c'est assez, elle décide d'en parler à sa maman, qui est Madame Siloué, et à ses professeurs. Donc, Véronique Diarra, dites-nous pourquoi Audrey a attendu 6 mois pour en parler à sa maman et au professeur. Quelle est-elle des représailles? Eh bien, il se trouve que Audrey s'est trouvée enfermée dans la spirale de l'enfant harcelé. Ah oui. Cet enfant qui subit des brimades a peur. Cet enfant a peur de s'attirer les violentes vengeances de ceux justement qui la briment déjà. Donc elle a peur que la situation empire. Elle se berce d'illusions en se disant peut-être qu'ils vont s'arrêter. Mais ils ne s'arrêtent pas. Et quand elle se rend compte que vraiment elle n'en peut plus, alors elle va pouvoir en parler. D'abord à son frère aîné, accompagné de ses amis, Oui. et puis elle se plaindra aussi à sa maman. Ah, d'accord. Mais Zoé, elle a un comportement négatif.
elle est perturbée, elle est grossière. Est-ce qu'elle ne subit pas les conséquences d'une crise familiale? Il y a de cela, bien sûr. Zoé, je la présente comme la méchante, Oui. mais c'est aussi un enfant qui est victime d'une situation. Alors, c'est vrai qu'il y a un grand souci familial. Les parents ne s'entendent pas, comme cela arrive dans bien des familles, hélas. Oui, oui. Et puis, il y a aussi le fait qu'elle a été arrachée à son milieu initial. Elle habitait une ville de province. Les parents, pour des raisons qui leur appartiennent, l'ont emmenée brutalement en région parisienne. Et nous autres, les professeurs, nous savons très bien qu'un adolescent est fragile. Oui. Un adolescent qui est dans de bonnes conditions, dans un certain milieu, s'il en est arraché, il peut subir vraiment des situations difficiles. Eh bien, cet adolescent peut se trouver perturbé. Cette perturbation va l'emmener dans une souffrance qui va agir peut-être sur sa santé, peut-être sur son comportement, peut-être sur ses notes, voire les trois à la fois. Et Zoé, c'est cela. Elle a le mal-être d'avoir été arrachée à son milieu. Oui. Elle a le mal-être de se sentir dans un foyer où les parents se disputent. Dans ce cas-là, l'enfant, il se sent comme le passager d'un bateau qui tangue dans la tempête. Ah oui. Une Oui. totale insécurité. Et dans ce cas-là, il peut y avoir plusieurs réactions. Vu son caractère, Zoé, elle réagit par la brutalité. Elle a cherché, consciemment ou inconsciemment, une victime. Elle l'a trouvée et elle attaque. C'est Audrey. Et c'est Audrey. C'est Audrey. Bon, maintenant, ce que je voulais savoir, en disant que Zoé est finalement radiée du collège, elle a tout avoué, elle s'est mal comportée, mais le collège Jean Moulin a tout fait pour éviter, disons, la salissure du mot racisme. Et pourtant, c'est la réalité, il y a le racisme. Oui, bien sûr, il y a du racisme. Quand certaines injures sont prononcées, on ne peut pas dire que c'est uniquement de la mauvaise humeur. Ah oui. Quand on appelle une camarade africaine Bamboula, Ah, ça c'est une injure. c'est une injure à connotation raciste. Tout à fait. Tout à fait, mais justement, à lire votre livre, j'ai l'impression que ce livre peut servir d'outil pédagogique au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour éradiquer ce phénomène qui est l'harcèlement moral dans les écoles, dans les collèges et puis dans les lycées. Ça, c'est mon point de vue. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je le pense aussi, mais jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de personnes de l'Éducation nationale qui puissent m'écouter et prendre connaissance. C'est une occasion, madame, à travers cette émission, je vous donne cette chance. Adressez-vous au ministère de l'Éducation nationale de ce pays de façon que les gens prennent conscience. Je vous l'accorde, madame. Allez-y. Merci bien. Monsieur le ministre, je vous présente cette œuvre que j'ai écrite. Je vous présente cette œuvre parce qu'elle dit le vrai à propos de la situation que vivent bien des enfants de différents milieux, de différents styles, parce qu'ils sont différents et parce qu'ils sont seuls. Ils deviennent les victimes du harcèlement moral qui est perpétré par certains groupes d'enfants, souvent eux-mêmes déstabilisés, et qui sont aidés par tout un ensemble d'enfants complètement indifférents qui arrivent à se cacher des professeurs, qui arrivent à se cacher de tout le groupe des adultes de l'établissement, de sorte qu'ils vont perpétuer leurs méfaits. Et je crois que cela est vraiment indigne de l'école de la France, en tout cas la France que je connais, et je voudrais bien que vous acceptiez de vous pencher sur ce livre qui peut nous aider à apporter des solutions et à protéger nos enfants. Je ne parle pas seulement des enfants issus de la diaspora, je ne parle pas seulement des enfants des immigrés, je parle de tous les enfants. Et quand je parle des enfants qui ont des problèmes, je dis les enfants qui sont harcelés, mais je dis aussi les enfants qui pratiquent le harcèlement. Parce qu'aucun enfant ne vient au monde en étant méchant. Quand
à agir avec méchanceté, c'est qu'il a lui-même une souffrance qu'il ne sait pas exprimer. Alors, il faut vraiment que nous puissions aider nos enfants dans nos écoles. Merci beaucoup. Merci. Voilà le livre qui m'a bouleversé. Franchement. Romain Boulbé, d'abord, j'admire votre courage. Merci Denis. Oui, ce livre, ce que j'ai trouvé de formidable, c'est que vous vous êtes dévoilé sans tabou. Ce livre, c'est le récit de votre vie. Et quand je l'ai lu, je ne peux pas expliquer ça ici, franchement. Mais vous dévoilez dans ce livre l'insouciance, la décadence, l'enfermement, la résurrection, disons même la renaissance, la reconstruction. Mais comment vous êtes sorti de cet état souffré? Alors en fait, on ne sort jamais vraiment tout à fait des traumatismes qu'on a pu subir. Oui, on n'en sort jamais vraiment tout à fait, on garde toujours une certaine fragilité, mais le fait d'avoir la foi, parce que j'ai la foi en fait, je ne suis pas dans une religion, mais je crois en Dieu, je crois en l'univers et en pouvoir de l'amour. Et toutes ces choses m'ont aidé à remonter la pente, et notamment aussi des personnes que j'ai pu rencontrer. Quand on est bien entouré et qu'on s'entoure de choses positives, on peut refaire surface. Et donc voilà, c'est la foi. Pour moi, la foi et les bonnes personnes, les bonnes rencontres font qu'on peut se sortir de plein de situations. Mais de quoi avez-vous peur maintenant, aujourd'hui là? Aujourd'hui, ce que j'aurais peur, ce serait de manquer de temps. J'ai mon petit garçon, Maxence, qui vient d'avoir 8 ans, le 30 mai dernier. Et j'aimerais avoir du temps pour pouvoir bien l'aiguiller dans la vie, le conseiller. Voilà, comme j'aimerais avoir du temps pour le voir évoluer, pour être à ses côtés. La seule chose qui me ferait peur, c'est ça, c'est de manquer de temps. Est-ce que vous êtes conscient de la super progression que vous avez faite grâce à vos efforts personnels? Parce que quand même, de l'insouciance à la renaissance, il y a eu une progression extraordinaire. Hein, Romain Boulbé? Oui, exactement. En fait, si vous m'auriez connu il y a 15 ans, je n'étais pas le même. Et les expériences de la vie font qu'on apprend des choses, on apprend nos erreurs. Moi, je ne regrette rien, je ne regrette pas mon parcours, c'est pour ça que j'ai parlé sans tabou, parce que je me dis, on se doit de témoigner pour des personnes qui peuvent vivre des choses difficiles. C'est bien d'avoir des témoignages pour montrer de l'espoir et qu'on peut sortir des situations. Voilà. Et du coup, moi, des personnes qui m'ont aidé, je voudrais citer notamment Jean-Pierre Béchine, que vous avez reçu dans cette émission. C'est un des premiers qui a cru en moi. Et il y a une dizaine d'années, il m'a dit pourquoi vous n'essayeriez pas de faire publier vos poèmes dans un recueil. Et du coup, cette confiance qu'il a eue en moi, je me suis lancé. Au départ, je n'aurais jamais pensé faire un livre. Et de là, après, je me suis mis à faire des concours de poésie, plein de choses comme ça. Je suis rentré à la Société des poètes français, qui m'a fait découvrir du coup d'autres choses que le slam. Donc voilà, ces personnes comme Jean-Pierre Béchy ou d'autres ont cru en moi et m'ont donné l'envie de... Enfin, ils m'ont aidé en tout cas à trouver ma place. Et maintenant, j'en suis persuadé aujourd'hui, l'écriture, les ateliers slam, le lien social que je crée en créant ces... Donc disons que l'écriture vous a aidé. Voilà, ça m'a aidé. Et maintenant, j'essaie de le retranscrire par mes mots pour aider les autres. Et aussi de réunir les gens sur des scènes ouvertes ou dans des ateliers d'écriture. En créant ce lien social, j'ai trouvé ma place, je me sens à ma place, voilà, je me sens utile. D'accord. Maintenant, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui sont dans l'alcool, qui sont dans la drogue? Alors, en fait, je leur dirais de croire en leurs rêves et de ne pas écouter ceux qui essaient de les décourager. C'est pas simple de trouver sa place, des fois on peut prendre des années. Et puis il y a certains jeunes qui vont prendre des drogues parce qu'ils ont un mal-être, d'autres juste parce que c'est festif, mais ils peuvent après tomber dans l'addiction. Et les drogues, c'est un leurre parce qu'on pense qu'on est bien, ça nous met la tête ailleurs, c'est une illusion. Parce qu'en fait, ça maintient dans un cercle, on va dire, dépressif. Ça peut emmener dans des dépressions, en fait, ces produits-là, la drogue ou l'alcool. Et certaines personnes vous diront, oh non, moi ça ne me fait rien,
mais tant mieux pour eux. Mais il ne faut pas en faire l'apologie, parce que chez certaines personnes qui vont être plutôt fragiles psychologiquement, ça peut faire beaucoup de mal. Donc voilà, je leur dirais de croire en eux, de se trouver un but dans la vie par une passion, par le sport, par un métier, par exemple, qu'ils aimeraient faire, s'accrocher à la vie et en faisant quelque chose qu'ils aiment, de se rendre utile, on leur voit en fait. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas dans l'inactivité. Voilà, parce que on peut tous avoir des périodes, moi ça m'arrivait dans une activité, mais après on peut vite en prendre goût et s'enfoncer quoi. Et l'humain il a besoin de s'épanouir, de s'occuper de... Voilà, donc, et j'aimerais aussi dire aux personnes qui les accompagnent, alors je sais qu'il y a beaucoup d'éducateurs, de parents qui sont bienveillants, mais il y a aussi, au contraire, dans l'autre sens, des personnes qui vont des fois enfoncer ces jeunes en disant t'es bon à rien, mais qu'est-ce que tu fais là, machin, je pense qu'il ne faut pas les enfoncer plus, il faut être bienveillant et leur tendre la main. Voilà, ils sont déjà mal, il ne faut pas leur en rajouter, quoi. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Lorsqu'une clarté donnée au chef vif. Bien, chers téléspectateurs, voici la troisième rubrique, la lecture. Bien, c'est le moment de retrouver notre lecteur, Christian Kolb. Bonjour Christian Kolb. Bonjour. Christian Kolb est devenu une institution. Je vous le dis, moi aussi je suis lecteur, mais je ne peux pas l'égaler, même en rêve. Je ne peux pas. Donc il va nous lire d'abord le texte d'Edwige Ivy, La Tour, et après, ça sera le texte de Jean-Alexis Fautou. La Tour. La tour ne peut plus avouer son âge, elle compte trop d'années. Ce monument intimement lié à la couronne affiche fièrement ses trois faces glorieuses et blanchies. Et qu'en est-il de la quatrième, tournée vers la mer? Depuis sa conception, elle insulte les envahisseurs qui emprunteraient la voie des eaux, les latrines du château, griffes entraînées brunes, les pierres laissées brutes. Jusqu'à ses pieds rôdent des seigneurs indélogeables, craints et jugés désirables par les souverains successifs, car ils se murmurent ceci: quand on ne verra plus de corbeaux sur la tour de Londres, la royauté disparaîtra. Massif, ténébreux jusqu'au regard dur, il demeure là. Il veille sur les joyaux et les graffitis ultimes des condamnés par la grâce royale. Que peuvent-ils échanger à voix rauque? Un parmi eux semble le chef de la Corbotière. Il a vécu déjà plus d'années que beaucoup d'occupants de la tour. On le distingue comme l'ancêtre. Perché sur un arbre proche, il en impose. De grande envergure, il possède des pattes fortes et griffues, aussi sombres que son plumage. Son privilège de longue vie le rend dépositaire de confidences étranges, lourdes. Confidences anglaises. À qui d'autre peut se confier la douce princesse qui va avoir le col tranché malproprement? Ses yeux se referment sur la vision du noir messager qui attend. Le corbeau ne picore que quelques gouttes du sang sur le billot rustique. Ce jour-là, il a fort à faire.
Le ciel maussade fait ressortir la force du vert de l'herbe trop bien nourrie. Les visiteurs du jour ne semblent pas intéressants. L'ancêtre tourne à peine la tête, lentement il s'éloigne. Combien de générations d'oiseaux insolents l'ont toisé, se croyant maîtres de leur monde, tout leur était dû. Mais acquérir la sagesse demande du temps. Un fruit ne devient pas exquis sans la maturation patiente, combinée au soleil et à la pluie. Lui, obstinément, il a survécu. Ses rémiges usées restent fortes. Ses blessures aux flancs se trouvent dissimulées sous le plumage. Un jour de grand festoiement, il fut abruptement moqué par un genou qui reluquait sa place. Bombant son bréchet luisant, l'insolent l'interpella. « Ton œil fait fuir la lumière. Il faut un regard clair pour commander. » Edwidge Ivy. Les mots naissent de Jean-Alexis Foutou, lu par Christian Coll. Tonton quelqu'un embrassa le visiteur qu'il serrait dans ses bras. Ce n'était pas la dernière fois. Il l'embrassa encore. Se courbant et posant le visiteur au sol, il lui dit « Nous avons entendu ton message ce jour que nous avions préservé pour retrouver la grâce de l'avenir. Va, je vais retrouver tes petits, car j'ai bien conscience de la charge et du poids de mes responsabilités d'oncle. Va, avance avec majesté. Réalité et langage ont manifesté leur pouvoir. Beauté et vérité ont revêtu leurs habits de fête. Vieillir, mourir et naître, poésie et vérité sont un dialogue de la nuit en crue. Le monde saura que ton nom est un et multiple. Le visiteur s'éloigna le long des voies dans le silence, comme dans l'éloquence de la parole des jours de fête, malgré la nuit, laissant à tonton quelqu'un la responsabilité des petits. J'avais pleuré toute la nuit, String aussi. Jamais je n'avais pleuré de la sorte. Dans la nuit noire, je courais comme tout le monde. Soudain, un éclair déchira le ciel comme la lumière qui tend la main dans une chambre obscure, comme la lame de l'épée du temps qui rôde dans le temps et qui tue à son passage. Dans le ciel, une sorte de nuage hésite. Sitôt après, un bruit d'abeilles sans nombre. Que disent-elles à se parler à voix basse à 3 heures du matin? Ô mon Dieu, comme parut faible la distance entre nos corps et la tombe. Dans cette nuit, aucune lampe n'est allumée. Très vite, une pluie s'abat sur nous telle une tornade de feu. Des colonnes errantes d'eau sans nombre se plantent et se dressent sur nos corps fatigués. Dans ce périple dans l'eau, à jamais sans rive, trempés jusqu'aux os, nous ne sommes plus que des navires lourds de nous-mêmes, sans mains qui aident, sans mots qui tranchent. Nous avançons alignés comme des petits soldats
Sous le regard de la rosée, nous avançons comme des aveugles, perdus dans nos rêves, sans savoir si nous existons encore. Les colonnes d'eau qui tombent sur nous sont la sève qui coule sur le temps et sur nous, disait leur représentant du langage. La purification n'est offerte qu'à ce prix. Mais quelle misère cette pluie qui s'abat encore et encore sur nous. Quelle malice ces yeux qui s'ouvrent là-haut et qui nous regardent. Sur qui tombera ici-bas l'épée lancée au hasard de là-haut? Ce n'était jamais en vérité que notre propre mort que nous arpentions et que nous tissions à force de courir dans le néant. Jean-Alexis Mfout. Le livre de Véronique Diarra a été écrit pour qu'il soit aussi lu. Mais qui va le lire? J'ai choisi Claudia. Il y a une petite anecdote. D'abord, merci beaucoup Claudia d'avoir répondu à mon invitation. Je l'ai connue le 17 avril dernier. La mairie de Meller a organisé une visite guidée au Sénat. On s'est retrouvés dans le même bus et comme nous sommes arrivés au Sénat, on a discuté. Je lui ai dit que je présentais une émission littéraire. Ah oui, ça tombe bien, moi j'ai envie de lire. Et on s'est changé de coordonnées. Le lendemain, elle m'a appelé. Au téléphone, je travaillais. Elle a insisté, M. Malanda, excusez-moi, il faut que je lise un bout. Je dis, madame, vraiment j'ai du boulot. Elle dit, excusez-moi, M. Guy Malanda, il faut que je lise un bout. Elle a lu. Quelques secondes, j'ai dit, madame, vous arrêtez. Je vous embauche. Et raison pour laquelle elle est là. Elle a une voix sublime. Donc, elle va nous lire d'abord. Non, je ne me tairai plus, disons, un essai du livre de Véronique Diarra. Et après, ça sera son propre poème, Fin de vivre. Fin, c'est pas F-I-M, mais F-A-I-M. Fin de vivre. Comme vous le voulez. Non, je ne me tairai plus. Le début du mois de mai fait chanter le printemps. Un mercredi matin, à la récréation, Audrey s'aperçoit que son livre de maths a disparu. Or, le lendemain, un devoir est prévu. Le professeur a conseillé aux élèves de faire un certain nombre d'exercices contenus dans le livre pour préparer efficacement cette évaluation. Elle comptera double dans la moyenne trimestrielle. Il faut la réussir. Audrey panique. Elle n'a pas pu perdre son livre. De plus, ce manuel, comme pour les autres matières, est un prêt du collège. Si elle ne le retrouve pas, elle sera en faute et il faudra payer l'amende. Que dira sa maman? Éperdue, elle se présente en salle des professeurs pour demander à voir M. Lavergne, son professeur de maths. Le voilà, un gobelet de café à la main. « Eh bien, Audrey, qu'est-ce qui vous arrive ?» M. Lavergne écoute son élève et trouve une solution pour parer au plus pressé, l'épreuve du lendemain. « Je vais vous photocopier les pages des exercices. Vous pourrez préparer votre devoir chez vous cet après-midi. Quant à votre manuel, cherchez bien. Vous le retrouverez sûrement. »« Oui, monsieur. Merci, monsieur. » Audrey travaille ses maths l'après-midi et affronte le devoir le lendemain. Avec stupeur, elle retrouve ce soir-là son livre de maths dans une corbeille, abîmé et gribouillé. Aucun indice, aucune preuve. Audrey parle tout de même de cet incident à son professeur principal, Madame Borel, la professeure de français. Son cours achevé, celle-ci s'adresse aux élèves. Ce comportement est minable et très lâche. Que cela ne se reproduise pas, car une enquête sera effectuée et le coupable sanctionné. La prof, à peine sortie,
Un groupe d'élèves, dont Moonlight et Elias, éclatent de rire. Zoé n'en fait pas partie. Une fois chez elle, Audrey tente de restaurer son livre de maths en défroissant les pages, en réparant les déchirures et en effaçant les gribouillis. La semaine suivante, c'est son classeur de CFT que l'on retrouve dans les toilettes des garçons, vidé de son contenu. Zoé échange un regard complice avec Jean-François. Le mois de mai touche à sa fin. Audrey s'apprête à monter sur scène à l'occasion de la représentation du club de théâtre dont elle est un membre assidu. Au dernier moment, son costume, une robe à corset garnie d'un jupon en tulle, est retrouvée en lambeaux. Une main mystérieuse l'a lacérée à coups de ciseaux. De Véronique Diard. Merci beaucoup. Maintenant, vous allez enchaîner, vous allez lire votre propre poème, Fin de vivre. À pas de loup, sur la décrépitude du monde, les dents de la faim avancent leurs racines. Fleuriront rouges les carnages de demain dans les vénéneuses fumées des centrales. Cours, vis, respire encore si tu peux. Il est le temps de la suffocation dans les feux artificiels de la souffrance. Elle avance à pas de loup avec ses millions de bouches, l'anti-symphonie du monde de la faim. Elle crie ses millions de cris dans le tonnerre impitoyable du bruit de ses mandibules qui dévorent tout l'espace, toutes les promesses avortées, tous les demains imaginaires et ce pourrissement de l'intérieur qui gagne toujours plus loin, toujours plus haut, jusqu'à l'ultime étincelle de faim. Fin de vivre toujours nourrie d'elle-même jusqu'à la fin de vivre, mais pour assouvir quelle faim, quelle faim. Alors cours, vis, aime tant qu'il est temps encore, prends le ciel dans tes mains et fais-en des colliers, prends les lueurs du soir pour des bouquets d'étoiles, les caresses du vent pour des amours errantes, puis laisse s'attendrir ton cœur au bord des yeux et fais germer des blés dans tes terres offertes pour apaiser des fins qui t'ont fait exister. Bravo! Et maintenant, nous allons recevoir réponse. Premier Boulmé pour nous lire un poème. C'est son propre poème d'ailleurs. Comme dans un rêve, je peux t'appeler mon amour. Nous voyageons sans trêve la nuit comme le jour. Combien de millénaires, combien d'éternités nous errerons sur la terre pour encore nous rencontrer. Il y a eu un commencement, mais il n'y aura pas de fin. Par ce monde de nos sentiments, le feu bienfaisant de Vulcain. Nos âmes ont fui la crypte depuis l'Antiquité, et enfin, tu étais reine d'Égypte et moi j'étais ton Romain. Une décennie de passion, dramaturgie à la Shakespeare, liée dans l'insoumission pour le meilleur et pour le pire. Comme dans un rêve éveillé, je m'imagine qu'entre tes lèvres, le réveil n'est pas près de sonner et je sens déjà monter la fièvre. Ton regard noisette me fixe et pour ne pas me consumer, je me transforme en phénix, mais Cupidon nous a fléchés. Pas le temps d'y réfléchir, soudain te voilà Eurydice. Je vais devoir t'affranchir, t'extirper de ces abysses. La mission est colossale, même dans les bras de Morphée. Selon la prophétie originale, l'impossible n'est pas Orphée. Non, je ne me retournerai pas. En profond sommeil, je plonge. Nul ne passe de vie à trépas quand il s'agit de mes songes. Comme dans un rêve où je ne serai jamais Samson et toi tu ne seras pas Dalila. Il y a parfois des connexions qui nous dépassent bien au-delà. Elles sont tantôt fusionnelles, tantôt vitales ou viscérales. Il n'y a rien d'irrationnel lorsque l'amour devient viral. Je rêve que tes mains me caressent quand tes petits yeux me foudroient, car il y a tellement de tendresse qui s'anime à l'intérieur de toi. Je m'imagine te faire l'amour, j'y mettrai tout mon cœur. J'effleurerai tous tes contours pour enflammer tes ardeurs. Ma petite femme en miniature, tu m'ouvres ta belle intimité. Notre danse est saine et pure, je ferai tout pour la préserver. Comme dans un rêve prémonitoire, Ulysse s'en va retrouver Pénélope. C'est à nous de réécrire l'histoire, de l'immortaliser sur caméscope. Réserve les 30 prochaines années, nous ai concocté un programme. Vivre chaque moment avec intensité et de toujours conserver la flamme.
Entre rire et larmes de bonheur, je t'offre mes bras comme bouclier. Je ferai rempart contre tes peurs, mais ne ferai rien contre ton gré. Deviens la marquise des anges de notre cour des miracles. Je serai de ceux qui dérangent et qui font sauter les obstacles. Dans nos attractions foraines, on remettra sans arrêt des jetons. Si jamais on attrape la migraine, nous serons nos propres cachetons. Comme dans un rêve, ça défile. Sauf qu'au réveil, nous, on remplit. Bravo. Merci. Yvi, vous avez lu le livre de Jean-Alexis Foutou. Qu'est-ce que cela vous inspire? J'ai été surprise. Oui. Je me permets de dire que j'ai toujours aimé fréquenter les dictionnaires, plonger dedans depuis que je suis toute petite, y compris les pages roses. Et il se trouve que depuis très très longtemps, aucun livre ne m'a poussé autant à consulter un dictionnaire que votre livre, monsieur. Ah mais c'est ce que j'ai dit. Il a utilisé le français de la Sorbonne. N'oubliez pas qu'il est linguiste, madame. Je n'ai pas oublié. Ah oui, professeur à l'université de Rouen. Et je n'oublierai pas. Oui, des petites notes. En passant, vous avez une expression que vous aimez beaucoup, notre être au monde. Avec les points de liaison. Être au monde, j'ai trouvé que c'était à la fois puissant, dépouillé. On peut dire que c'est un peu comme un point de broderie qui revient très souvent dans votre livre. Vous voulez que je résume un petit peu ce que j'ai pensé? Allez-y, madame. Ça va peut-être paraphraser ce que vous avez dit. Oui, allez-y. D'accord. On s'aperçoit que penser, donc la jeune héroïne, dérange en Afrique, elle n'est pas comprise par sa famille. Oncle quelqu'un est inquiétant et très écrasant. C'est un personnage qui nous effraie, on peut le dire. Oui. Ses compagnes d'études, alors dans ses compagnes d'études, qui d'ailleurs ne l'accompagnent absolument pas, il y a String. Oui. Je détache bien le mot parce que c'est vraiment une petite note d'humour que j'ai appréciée. Tout à fait. Voilà. Et donc, les autres n'ont pas du tout les aspirations de cette jeune fille. Par exemple, à un moment, elle dit « Mais pourquoi voulez-vous épouser un ministre, un homme d'affaires ou un député? Mais devenez vous-même ministre, femme d'affaires, député. » Et ça résume, et on peut dire que ça résume vraiment la pensée de cette toute jeune fille. Et on la voit ensuite évoluer avec cette pensée. Alors, elle a une admiration, comme vous l'avez dit, Denis, pour la belle langue française. Et elle est complètement accrochée à tous les discours qu'elle peut entendre du président. Et elle se désole, parce qu'autour d'elle, elle entend le français d'Afrique. Nous, on le trouve savoureux. Quand j'entends des reportages, je trouve qu'il y a une richesse apportée par un regard différent. Elle n'a plus du tout cette perception. Elle est ailleurs, elle a l'esprit ailleurs. Alors on s'aperçoit donc qu'elle fait des études brillantes, effectivement. Tient toujours la parole, elle devient avocate. Nous restons dans le domaine. Et arrivée en France, bien sûr, elle soutient avec ferveur le président. Il y a une chose qui est assez notable, c'est que les médias se disent, tiens, une femme qui n'est pas de notre continent, femme en plus, qui fait de la politique, donc elle est remarquée. Elle pense vraiment être acceptée avec sa double culture. Elle se dit, j'apporte une richesse puisque je viens avec un double, avec un regard plus profond, avec ma double culture. Jusqu'au jour où elle reçoit effectivement un message plein de haine. Ah, ce que j'ai dit, c'est une lettre incendiaire. Je me permets de citer, si ça ne vous dérange pas, les mots qu'elle reçoit. J'ai dû relire plusieurs fois pour les intégrer dans mon esprit. Alors, c'est haineux, c'est raciste. Et pire, c'est menaçant. Voilà ce qu'il est dit. Grosse truie. Grosse truie noire, compte tes heures. Et là, on peut dire que tout son monde s'écroule. C'est épouvantable ce qui lui arrive. Elle n'arrive pas... moi, j'ai dû relire pour digérer, mais elle, on voit que tout au long des pages, elle ne l'a pas digéré. Ça revient, ça la hante. Elle dit, dans tes heures, mais ils veulent me tuer.
quelqu'un veut ma mort. Donc c'est vraiment, on sent monter l'angoisse. Ah, donc on voit également que le prétexte au titre vient d'un événement que je trouve quand même assez marginal, c'est pour nous inciter à creuser un petit peu plus, je suppose. Et donc son équilibre est compromis, ce qui est quand même incroyable pour une personne intelligente, une personne qui a réussi et qui semblait s'équilibrer. Eh bien non, son équilibre est compromis et il se trouve même fracassé sous le poids infime d'un message de papier. Alors quand on referme le livre, j'ai une grosse inquiétude pour penser. Bien. Véronique Diarra, est-ce que vous vous êtes régalé comme moi en lisant le livre d'Edwige Ivy? Ah oui, vraiment, c'était merveilleux, c'était un voyage passionnant. Qu'est-ce qui vous a plu, madame? Vraiment, c'est une question difficile que vous me posez là. Non, elle n'est pas difficile, on peut répondre aisément dans la mesure où vous avez déjà lu le livre. Et moi également, parce que je l'ai dit, je me suis régalé. Parce que l'écriture est fine et juste, je l'ai dit. Hein. Mais elles sont toutes magnifiques. Oui, mais il y a aussi une nouvelle, la première. Oui, moi qui m'a marqué aussi, la princesse. Ça, c'est pas mal. Bien, Jean-Alexis Foutou, est-ce que vous avez été aussi sensible comme moi en lisant le livre de Romain Boulmé qui a tout dévoilé? Alors, je dois très sincèrement avouer que c'est un livre qui... alors, quand je l'ai reçu, moi, il m'a bouleversé. Lorsque je l'ai reçu, je l'ai posé sur mon bureau et il est resté sur mon bureau, je n'y ai pas touché pendant 2 jours. Et puis un soir, en allant me coucher, je l'ai pris avec moi. Je l'ai amené sur le chevet de mon lit et puis je me suis couché. Vers minuit, je me suis réveillé et je me suis dit, je vais regarder un peu. J'avais l'intention de lire la 4e de couverture. J'ai lu la 4e de couverture, puis j'ai lu la première page, la 2e, la 3e, la 4e. Sans vouloir vous couper la parole, parce que ceux qui sont dans la salle ne connaissent pas la 4e de couverture. Celle qui se trouve derrière. Quand on dit la 4e de couverture, c'est celle-ci. Ah, d'accord. Bien. Et donc, finalement, à partir de minuit, j'ai lu la 4e de couverture, puis par curiosité, j'ai lu la première page, puis la 2e, puis la 3e, et jusqu'au matin. Je vous avoue que j'ai lu votre livre en une nuit, jusqu'à la page 164. Oui. Et j'ai été pris, mais alors, c'est un livre qui m'a séduit. J'avais l'impression que vous aviez écrit ce livre sur mesure pour moi. Oui, parce que tout est précis. Il y a des heures, il y a des jours, des dates, même les secondes. D'entrée de jeu, il signe un contrat de vérité avec le lecteur. Oui. Il dit tout. Il dit tout. À telle heure, je suis sorti dans Melun. J'ai pris ma voiture, j'avais bu, etc. Et il commet des forfaits, il revient chez lui, tout se passe bien. Alors, au fur et à mesure que je lisais, il y avait un thème qui se dégageait. Je dis, mais c'est passionnant, le thème du voyage dans ce livre, etc. Il voyage tout le temps, il va commettre ses forfaits, il revient dans son petit nid de Melun, il se replie sur Melun, il sort, il va en Pays-Bas, il va au sud de la France, il commet des forfaits, il commet des vols, il revient, etc. Je dis, mais c'est passionnant, c'est passionnant. Mais les voyages aussi à travers les lectures. Il est très curieux, il consulte des encyclopédies, alors, très séduisant. Et je me suis dit, alors, la plume, qu'est-ce qu'elle est belle, félicitations. Ah oui. Franchement, Oui. la plume est très belle, il se lit facilement. Facilement, oui. Et donc, finalement, l'obscure clarté d'un écorché. L'obscure clarté d'un écorché, alors c'est un livre en 2 parties. La première partie, c'est l'obscurité, si vous voulez, hein, une vie sombre, des actions complètement sombres. Et puis, les choses s'éclaircissent dans la 2e partie, où on a quelques explications de tout ce qu'il a pu commettre. Et c'est à la fin simplement du livre qu'on se rend compte qu'il y aurait peut-être un certain Arnaud
il y aurait peut-être eu un certain Arnaud qui aurait justifié toute une série de comportements que le narrateur a eu dans sa vie. Et ce Arnaud, qui aurait-il pu être peut-être un jumeau qui n'était pas né. C'est cela. Et donc, lui a toujours été en manque et il est tout le temps en conflit avec la gente féminine, avec sa mère, avec... il a beaucoup de conquêtes, c'est ça. L'Obscure Clarté, c'est un livre. À un moment, j'ai pensé qu'il y avait... ce sont des paradoxes. On est toujours surpris. Il n'aime pas particulièrement les femmes. Mais les femmes, il en a eu, le narrateur. Il en a eu. Pratiquement toutes les 5 minutes. Et ensuite, il a beaucoup voyagé. Il a beaucoup voyagé. Et il a vécu dans ces villes, mais quand il revient sur Melun, il revit. Il revit. Il revit. C'est ce qui est intéressant dans ce livre. Merci beaucoup, Jean-Alexis Foulou. Merci beaucoup, Jean-Alexis Foulou. Justement, j'adore trop les femmes peut-être, mais j'ai un conflit que j'ai moins aujourd'hui, mais que j'ai eu par le passé, par rapport à mon passé. Et je me suis beaucoup apaisé. Et ce qui est marrant, c'est que dans ma vie, c'est surtout les femmes qui m'ont aidé. C'est un paradoxe. Oui, c'est ça. Bien, Roman Boulmé. Vous avez lu le livre de Véronique Diarra. Quel est votre ressenti? Alors, je vais vous le lire parce que j'aurais peur de dire. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais lire. Voilà, de toute façon, c'est l'heure de la lecture. Bien sûr. On est dans le thème. Alors, Véronique. Tout d'abord, ayant grandi en banlieue, je me suis reconnu dans le personnage de Dylan, le grand frère de Vrai, l'héroïne du roman, parce que le fait de devenir un braquage pour se faire accepter et se faire respecter, pour mieux s'adapter à son environnement, ça m'a rappelé mes jeunes années. Concernant le style, j'ai toujours été passionné par la capacité des romanciers à faire des descriptions des lieux et des personnages, et je dois dire que votre manière de décrire nous embarque dans l'histoire sans problème. Ce livre se lit aisément du début à la fin. Ce livre dénonce le racisme ordinaire et l'injustice que peuvent subir certaines personnes au quotidien. Ce livre démontre qu'il faut du courage pour tenir le coup et qu'il ne faut pas se taire comme le rappelle le titre. Quand on se tait, on reste dans ce rôle de victime. Il n'est pas facile de parler, mais lorsque l'on parle et qu'on a la chance d'être soutenu, on en ressort plus fort. Ne pas dénoncer le harcèlement peut mener à des drames et il est important de témoigner car cela permet aux gens d'être informés que de tels actes existent. Cela permet d'ouvrir les yeux sur ce qui n'est pas normal. Si tout le monde se tait face au harcèlement scolaire ou au racisme ordinaire, ces comportements se banalisent. J'ai relevé dans ce livre des mots comme alchimie, diversité. Ces mots sont puissants. C'est le mélange de l'ouverture des autres qui font la richesse et qui font disparaître les peurs. L'humain a peur de ce qu'il ne connaît pas et il a du mal à accepter la différence. L'humain a peur, il faut reconnecter, justement, je pensais qu'il fallait reconnecter les âmes, non pas sur des apparences, mais les reconnecter au cœur pour s'enrichir des différences. Quand vous parlez vers la fin de la loco, les fritures de bananes plantain, je me suis revu il y a une quinzaine d'années en arrière, quand j'avais rien à manger à cette période, et j'avais un ami congolais qui m'avait invité chez lui, et sa femme nous en avait préparé, et j'avais adoré parce que voilà, je découvrais une nouvelle chose que j'avais jamais mangée. Dans cette période de ma vie, les seules personnes qui m'ont offert l'hospitalité et qui m'apportaient des plats typiques de leur pays d'origine ont été des voisins marocains, congolais ou pakistanais. Il y a ces personnes issues de l'immigration une solidarité et une générosité qu'on ne trouve pas chez tout le monde. Des valeurs qui se perdent parfois en Occident, car notre mode de vie nous rend individualistes. Et ce mélange des cultures nous rappelle les vraies valeurs universelles, la simplicité, la compassion et l'entraide. J'aimerais citer Foundé, un groupe de reggae de Seine-et-Marne, qui dit dans une de ses chansons qui s'appelle Lumière, « Si tu juges un homme à la couleur de sa peau, la nuit a dû tomber sur ton cœur. » Je trouve cette phrase magnifique. Et je voulais conclure, excusez-moi, pour conclure, votre livre qui se termine sur une touche d'espoir invite à s'ouvrir à l'autre pour une meilleure compréhension de ce qui nous est inconnu et à un changement des consciences. C'est une démarche positive et je vous félicite pour ça. Bravo!
Bien, chers spectateurs, voici la dernière rubrique, les livres. Voilà les livres que je vais vous présenter. Donc, nous avons L'étincelle du silex de Edwige Ivy, L'obscure clarté d'un écorché vif de Romain Boulmé, J'étais celle qui dérangeait de Jean-Alexis Foutou, et Non, je ne me connais plus en réalité, Une vie d'Amazon. Et moi, j'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux. Vous étiez au salon du livre d'Abidjan. Que ces deux livres ont eu un succès énorme, c'est ce que j'ai appris. C'est vrai. J'ai eu la chance de participer au SILA, le salon du livre d'Abidjan, au début du mois de mai dernier. Et tous les livres que j'ai apportés ont été vendus, quelque chose d'extraordinaire. Ah, mais je pense que c'est cela qui va se passer tout à l'heure, parce qu'il y a la vente et dédicace des livres. Je l'espère. Bien, merci beaucoup. Notre émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Merci pour les spectateurs qui sont dans la salle et les téléspectateurs qui nous suivent. Je vais demander à Edwige Ivy de nous dire quel est le mot français qu'elle aime. Je ne vais pas être... Un seul mot. C'est un mot bateau, mais c'est amour. Amour. Bien, on peut l'applaudir. Jean-Alexis Foutou. Le mot français que j'adore, c'est le mot communication. Communication. Communication, parce qu'il y a bien sûr échange réciproque, mais tout en formant une seule et même personne. On est un, il y a commun dans la communication. Merci beaucoup. Eh bien, le mot que je préfère, c'est douceur. Douceur. Alors, il y a eu beaucoup d'amour et de bienveillance sur le plateau. Et du coup, moi j'aimerais citer le mot alchimie, parce qu'une belle alchimie, ça englobe aussi l'amour. Il ne faut pas avoir peur de parler d'amour. Donc l'alchimie, quand tout est en place, c'est qu'il y a une alchimie. Alchimie. Bien, nous allons nous retrouver ici, dans cette même salle, le 14 septembre. Et j'aurai le plaisir de recevoir Madame Gladys, vous le levez. C'est une romancière. Et il y aura aussi Madame Corinne Sauze, qui n'est pas là. Et enfin, ça c'est une fierté et un honneur pour moi d'abord, parce que je veux recevoir le président de la Société des poètes français de toute la France et de Centre, Monsieur Jean-Charles Dorge, qui sera ici le 14 septembre. Et c'est un honneur aussi pour notre ville, Melay, qui est devenue la ville littéraire. Et il y aura Monsieur Christian Kolb, qui lira un poème de Monsieur Ndalagraï, qui est dans la salle. Il faut se lever. Monsieur Ndalagraï, on peut applaudir. Qui écrit des poèmes extraordinaires. Mais ça sera lu par un professionnel, je l'ai dit, qui est devenu une institution, M. Christian Kolb. On peut l'applaudir. Merci. Comme je l'ai dit, on nous revoit ici le 14 septembre. Donc, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Bonne lecture et surtout bonnes vacances.